très touché de parler ici. Et en fait, moi je suis philosophe plutôt, donc je suis plutôt politologue, philosophe, et le sujet de ce table ronde, c'est plutôt quelque chose de pratique, mais je voudrais quand même, j'espère que mes collègues vont parler des choses plus pratiques, mais je voudrais parler des choses d'abord plus générales, mais ensuite ce qui se passe dans le cadre des relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, dans le cadre d'accords d'association et de la zone libre-échange, donc les questions politiques et économiques. Mais d'abord, je voudrais commencer par des idées encore générales, plutôt sur les relations entre l'économie et la politique dans le monde contemporain et entre la Russie et l'Europe. Il me semble que l'Europe maintenant, elle vit sous la pression de la fin de l'histoire, donc de la fin de l'histoire comme la fin du conflit, la fin des tragédies, et dans ce cadre-là, dans la fin de politique aussi, politique étrangère surtout. Donc c'était le principe qui a guidé la politique étrangère, surtout la politique de voisinage de l'Union européenne, à partir des années 2000, qui consistait à dire qu'il n'y a plus de politique à faire, il y a surtout de l'économie à faire, il y a surtout une sorte de l'idée d'établir un grand marché qui va au-delà de l'Union européenne. C'était ça finalement l'idéologie de politique de voisinage et le partenariat oriental, et même les accords d'association avec l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, etc. Donc la politique, l'histoire, un peu s'est réfugiée dans la politique intérieure. Là, dans la politique intérieure des États européens, il y a toujours la lutte pour le pouvoir, il y a toujours un conflit d'intérêts, etc. Et il y a une utopie un peu que dans la politique extérieure, surtout dans ce qui concerne les voisins, il y a une sorte de paix perpétuelle, une paix kantienne. La position de la Russie est complètement différente et absolument opposée, donc surtout dans la tête du Kremlin, dans la tête de M. Poutine. C'est une autre illusion, comme quoi c'est aussi une illusion de la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire intérieure. Donc quoi, la politique, la lutte pour le pouvoir à l'intérieur de la Russie, c'est terminé. Poutine ou bien ces gens deviennent des gouvernants de la Russie pour toujours. Alors, cette idée de l'histoire, cette idée de conflit, cette idée d'une guerre, si vous voulez, c'est transmettre un peu vers l'extérieur. C'est à l'extérieur que la politique continue pour la Russie. C'est à l'extérieur qu'on continue à voir le monde comme une sorte de conflit. Une sorte de conflit permanent, une sorte de guerre. Ça aussi provoque aussi une différence de logique importante entre la Russie et l'Union européenne. L'attitude vers la question économique. J'ai une idée peut-être provocatrice, mais la question économique, surtout son aspect extérieur, n'intéresse pas la Russie. Donc quand on dit pourquoi elle n'intéresse pas, parce que finalement l'économie est devenue un instrument de la politique. L'économie et l'énergie, comme vous le savez peut-être, est devenue un instrument de la politique. C'est juste un outil. On ne pense pas dans les termes de profit, on ne pense pas dans les termes de revenus, on pense dans les termes de l'influence, du pouvoir, et on utilise l'argent juste pour cette but-là. C'est une différence de logique profonde entre l'Europe et la Russie, et ça se montre dans le discours européen, dans le discours occidental vis-à-vis de la Russie. Vous savez peut-être, ou vous vous souvenez peut-être, quand Obama a dit que l'annexion de Crimée aura des coûts, donc there will be costs, dit Obama. C'est précisément le langage que Poutine ne comprend pas. Parce que Poutine ne comprend pas le langage des costs, il ne comprend pas le langage des coûts. Les coûts, pour Poutine, ne valent rien, il s'en fiche des coûts. Bien sûr, c'était une métaphore, mais c'est une métaphore importante, il me semble, parce que l'Occident formule les questions politiques dans les termes d'économie, et la Russie formule les questions d'économie dans les termes de politique. Deuxième différence de logique, c'est la différence dans la logique de pensée, et j'essaie de le formuler de façon suivante. La logique occidentale, la logique européenne, c'est la logique de ce qu'on les Anglais appellent positive sum game, c'est-à-dire un jeu avec une somme positive. Déjà l'idée aussi économique qu'on construit des relations dans lesquelles tout le monde gagne.
Tandis que la logique russe, c'est une logique plutôt de zero-sum game, c'est-à-dire une jeu avec une somme zéro. Et c'est une logique d'harmonie sociale du 19e siècle, dans laquelle les pays, les civilisations, finalement, sont considérés comme des animaux. Des animaux avec une logique tout à fait biologique, botanique, biologique, qui luttent pour les terrains d'influence, etc. Et dans cette logique, on ne peut pas dire que tout le monde gagne, on ne peut pas aspirer à la situation où tout le monde gagne, soit tu gagnes ou tu perds, soit tu attaques ou tu es attaqué, soit tu manges ou tu es mangé. Bon, cette différence de logique, ontologique, il me semble très importante pour qu'on comprenne ce qui se passe maintenant, cette différence majeure entre l'Occident et l'Ukraine y compris, et la Russie. Donc, ça aussi, ça provoque une certaine idée de frontières. On a parlé des frontières dans les tables rondes précédentes. C'est vrai que et la Russie et l'Union européenne pensent le monde comme une sorte quelque chose sans frontières. Donc l'idée de sans frontières devient très attractive. Mais le problème, c'est que l'Europe pense c'est ce monde sans frontières dans les termes économiques surtout, comme libre marché, comme marché qui traverse les frontières des pays. Tandis que la Russie a lancé ce concept de civilisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la civilisation? Le monde russe, c'est précisément quelque chose qui transgresse les frontières. Et c'est ça qui garantit, qui légitime, au lieu de l'expansion économique, l'expansion militaire. Mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne précisément de façon plus pratique? Qu'est-ce que ça donne, cette différence de logique dans le cadre des relations entre l'Europe et l'Ukraine et l'influence de la Russie là-dessus? Si vous prenez l'accord d'association, vous savez peut-être que l'accord d'association a été signé, mais il a été signé deux fois, très paradoxalement. D'abord les chapitres politiques et puis l'accord lui-même. Il était ratifié, mais son mise en œuvre, la mise en œuvre de son parti économique, c'est-à-dire de son libre-échange, était reportée vers le début de 2016. Alors, la grande question, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est un développement bon ou mauvais? Je vais développer aussi sur ça un tout petit peu, mais je voudrais juste souligner que la Russie a changé régulièrement sa position vis-à-vis de l'accord d'association. Si vous prenez 2008, par exemple, à 2008, il y avait un sommet de l'OTAN à Bucarest, dans lequel l'Ukraine et la Géorgie n'ont pas reçu ce qu'on appelle Membership Action Plan dans l'OTAN, c'est-à-dire le plan d'action pour l'adhésion de l'OTAN. C'était en avril. Au mois d'août, la Russie a commencé la guerre en Géorgie. Donc, c'est pas la perspective de l'adhésion à l'OTAN qui a provoqué la guerre de Géorgie, c'est la manque de cette perspective. C'est pour ça que ma thèse est de dire, quand j'entends quelqu'un dire qu'il ne faut pas provoquer Poutine, je dis que c'est cette volonté de ne pas provoquer Poutine qui provoque Poutine. Pourquoi? Parce que dans cette logique de zero-sum game, dans cette logique de darwinisme social, une concession est interprétée comme faiblesse. Alors, si vous faites un pas en arrière, ça veut dire pour Poutine que vous êtes faible. Et Poutine ne comprend pas le langage de coup, il ne comprend pas le langage de frappe ou le langage de force. Donc, en 2008, la position de la Russie vis-à-vis de l'accord d'association, c'était de dire qu'on dit non à l'OTAN, mais on dit oui à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'intégration sans adhésion, mais intégration économique, politique de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie vers l'Union européenne. En 2013, le discours a changé, donc, parce que Poutine a lancé cette idée de l'Union eurasiatique, dans laquelle l'accord d'association, c'était un grand problème aussi économique, parce que l'accord d'association prévoit vous devez abaisser les tarifs, tandis que si vous voulez adhérer à l'Union eurasiatique, il faut que l'Ukraine monte ses tarifs. Donc il y a un clivage, il y a une contradiction très importante. Mais en 2013 déjà, la Russie disait que
on n'est pas d'accord avec l'accord d'association, surtout le côté des standards. Alors le côté de standardisation de l'économie ukrainienne, de son approchement vers les standards techniques de l'économie européenne, de l'Union européenne. Puis, en 2013, déjà en été 2013, ils ont lancé l'idée que non seulement les standards ne suffisent pas, mais aussi les tarifs, la libération tarifaire, parce que l'Ukraine, dans l'accord d'association, comme j'ai dit, annule, ou graduellement annule ses tarifs douaniers dans le commerce avec l'Union européenne. Donc, déjà, standards et tarifs. En 2014, maintenant, quand on a pris cette décision de reporter la mise en œuvre de l'accord d'association, la Russie, c'était le jour après cette décision, donc le 12 septembre c'était cette décision, le jour après, M. Medvedev a dit que voilà, on va suivre ce que font les Ukrainiens et on va punir, plus ou moins, elle a dit, on va suivre ça, on va réagir s'il y a une mise en œuvre clandestine ou mise en œuvre latente. Donc je ne sais pas ça veut dire par mise en œuvre l'application clandestine de l'accord d'association, mais finalement, ils pensent aux réformes tout court. Les réformes, parce que l'accord d'association prévoit aussi beaucoup de réformes en Ukraine qui mènent l'Ukraine qui l'approche, disons, aux principes judiciaires, des droits de l'homme, de la compétition, etc., de l'Union européenne. Donc vous voyez que la position russe vis-à-vis de l'accord d'association a changé 4 fois. Et ce changement de position, finalement, il montre comment la Russie réagit graduellement à quelques progrès que l'Ukraine a essayé de faire. Et normalement, c'est finalement l'idée de punir l'Ukraine pour son ambition européenne, parce que à la fin de ces menaces, si vous voulez, c'est l'idée que la Russie va réintroduire ces tarifs douaniers pour sa commerce avec l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie ils ont libre-échange. Et dans cette situation-là, je crois que la Russie, tôt ou tard, va réintroduire ces tarifs. Donc, tôt ou tard, on aura un nouveau frappe contre l'économie ukrainienne. Et on doit poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, je voudrais terminer aussi par quelques peut-être regards vers l'avenir. D'abord, on parle de cessez-le-feu, il n'y a pas de cessez-le-feu, la guerre continue. Surtout, il y a un assaut des forces pro-russes à l'aéroport de Donetsk. Il y a des batailles très très sanglantes. À la ville de Debaltseve, donc les deux sont des hubs de transport très importantes, mais aussi dans d'autres villes libérées d'abord par l'armée ukrainienne. Donc on parle de cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. La guerre continue, malheureusement. Donc, deuxièmement, ce qu'on va aussi avoir dans l'avenir très prochain, je crois, c'est les nouveaux problèmes de l'énergie, du côté énergétique et du côté économique. Mais ce qui est... Il faut aussi regarder, on pense très souvent, on parle très souvent des choses assez négatives dans ce développement-là, mais aussi, je voudrais aussi regarder vers quelque chose de stratégique et quelque chose de positif qui peut être dans cette situation. Le fait que l'Union européenne a ouvert son marché de façon unilatérale pour l'Ukraine a donné déjà des bonnes choses, parce que dans 2 mois, au mois de mai, au mois de juin, les exportations ukrainiennes vers l'Europe ont augmenté de 25%. On a perdu 25% précisément dans le commerce avec la Russie, mais on a gagné 25% dans le commerce avec l'Europe. Le même avec l'énergie, donc on est très dépendant de façon énergétique de la Russie, mais c'est précisément l'intégration plus proche avec l'Union européenne qui peut changer cette donne, qui peut changer cette situation, parce que l'Ukraine est maintenant à commencer à réexporter, à avoir du gaz européen
dans la frontière occidentale. Finalement, ce qui va se passer, il me semble, si l'Ukraine tient économiquement, pas seulement de façon de sécurité, si l'Ukraine tient économiquement, ça va donner une situation dans 1 an ou dans 2 ans, quand le bilan commercial va être changé dramatiquement vers côté européen. Donc si, disons, il y a 1 an, l'Ukraine a eu 25% de son commerce avec l'Europe, 25% avec la Russie et 50% avec le reste du monde, le cas de Moldavie nous montre que, par exemple, Moldavie peut avoir 50% de son commerce avec l'Europe, et c'est ça qui libère le pays, qui lui donne beaucoup plus de liberté vis-à-vis de la Russie. Le même avec l'énergie. Donc, et je crois que les conséquences pour l'Europe elle-même, ils doivent être aussi de ce côté-là. Donc, la dépendance européenne, la dépendance ukrainienne de la Russie est trop forte. Les événements tragiques, dramatiques d'aujourd'hui, ils montrent qu'il faut rompre, qu'il faut diminuer cette dépendance. Et en fait, on va dans cette direction, même si ça provoque des problèmes graves et la guerre. Et je voudrais terminer, juste on a évoqué Kundera, juste une minute, on a évoqué Kundera pendant la table ronde précédente. Moi aussi, j'admire cet essai qui désigne l'Europe centrale comme l'Occident kidnappé. Mais je suis aussi très critique par rapport à Kundera, parce qu'il me semble que cette idée de l'Europe centrale comme l'Occident kidnappé, c'est l'idée qui a introduit une frontière entre la zone de liberté et la zone de totalitarisme. Cette frontière, finalement, a été mise par Kundera dans la frontière occidentale de l'Union soviétique. Alors moi, je pense que, bien sûr, l'Ukraine maintenant continue ce processus qui a été lancé, qui était présent dans la République, dans la Tchécoslovaquie en 68, ou bien en Pologne, mais l'expérience de l'Ukraine montre aussi qu'il n'y a pas de frontière de la liberté, il n'y a pas de frontière de l'idée de l'Europe, il n'y a pas de frontière de l'idée de droit de l'homme. Et si Kundera disait que l'Europe se distingue de l'Union soviétique, parce que l'Europe c'est le minimum, c'est le maximum de diversité, c'est le minimum de l'espace, et l'Union soviétique c'est le minimum de diversité, c'est le maximum de l'espace. Moi je voudrais voir quand même l'Europe avec l'Ukraine comme un continent plus large, avec le maximum de diversité sur le maximum de l'espace. Merci. Merci à Vladimir pour cette présentation complète mais aussi factuelle. Et je passe la parole à Sofia Opatskaya. Sofia, est-ce que la situation actuelle oblige le monde des affaires à changer ses priorités? Si oui, comment? Est-ce que le monde des affaires est conscient du rôle de jouer? Thank you very much. It's a privilege for me to be in this room and to share some of my observation about Ukrainian business and what was happening to Ukrainian companies and business organizations in the last 10 months. But I would like to start with reading a part from one article which was today on the front page of Financial Times. Financial Times, it's a newspaper which every business person is reading almost every day because you get the most important information from there. So there's an article, "Business in Russia serves to state," says ex-Putin aide. That's the title, and what's inside is that today in Russia there is no private property. There are only serfs who belong to Putin. Now there is Putin and there are his lieutenants who carry out his orders. And all cash generated is put on the balance of Putin. The country is in the state of war, and therefore big businesses cannot live as before. It has to live under military rules. It's a statement of Sergei Pugachev, a former Putin banker, who said this in London yesterday. The reason why I read this is that
I think what was happening in Ukraine in the last 10 months explains very well the position of Ukrainian business, that this is not we wanted to be written about Ukraine. There are a couple of reasons why Ukrainian companies and Ukrainian business owners were getting involved in protests, which were started by students, but in some time were supported very well by quite wealthy people, and very well by a lot of businesses and a lot of companies. I find three reasons. One is, of course, a personal reason. I don't think that there is a reason to create value-added business in a country where you don't plan to live and where you think it's not safe to raise your children. And although we believe that every business person thinks only about profits, I believe that most of business people, they think also about their families and about at least those who are thinking about business in the long run, not in the short run. The second reason is institutional, and here I mean, first of all, the level of corruption. You have heard from Bishop Boris Gudzyak today about what people found at place where former President Yanukovych lived. And I think that a very good explanation to why business was so involved was a banner which was at Maidan, and if to say it literally in Russian actually, it was written in Russian, the statement was «Потому что достали». If to say it in English, because we are fed up. People in business became fed up with having double accounting. People in business got fed up with getting hundreds of inspections and not really thinking about how to develop their business, how to expand into other countries. And I think that was also one of the driving forces of the protests in Ukraine. And of course, the last one, the last reason is economic, and you cannot really imagine investment climate and people from other countries investing money into Ukraine if only administrative rules and corruption are major driving forces for economy. You don't really get any innovations in such economy. So how business gets involved right now in all the processes that happen in Ukraine, and what are the new priorities for Ukrainian companies? Well, there are many ways, but I would like to mention just two of them. First of all, we as a country need badly reforms, and many of those reforms, they should be very unpopular. Unpopular in the short run, but very important for the country in the long run. And of course, if you think of politicians who are politicians and sometimes people in civil service, they are not often ready to take such unpopular reforms. So one of the new trends in Ukraine, or at least we would like this to happen as a trend, is that young business people who know how to make decisions start to become a part of administration of the president. They are actively working in the workshops, in the working groups, and we hope that more and more of them will be part of that process. To give you an example, just to give you a couple of examples, the former CEO of Microsoft in Ukraine is right now leading the reforms agency. Former investment banker is leading tax and fiscal administration. I find this to be very positive. I know that they have huge challenges because rules of dealing and rules of working are different. The way how civil service functions is different, but I think what is the most important is that those people, they don't have this unethical DNA. And I think for us, it's very important that they come with understanding of how to take the responsibility and how to make decisions. Another way how business is now getting involved in everything what happens in Ukraine is, it may sound a little bit weird, but by volunteering.
I don't know how many people in this room know that Ukrainian army, which was almost without any equipment and shoes, as we say in Ukraine, in March is right now almost completely equipped by volunteers, by volunteering movement, and business plays really huge role here. Starting with the financial support, which is provided, but also through some networks, some connections, and also by knowledge of how to organize sometimes things very quickly and effectively. Simple things like helmets, life vests, this is something which really people who are right now defending Ukraine did not have a couple of months. Now I know that there are initiatives when business people sometimes are able to collect money for ambulances or some other very important things which are being used by the army. And I think in all of that, the key issue is the sense of trust. And I think that this is the key learning point for very many people who are in business, that now we have to trust each other and we need to learn how to trust each other. So if to talk about business priorities, if we think on the level of the companies and of CEOs or business owners, I think there are a couple of very important. One is to become very efficient, and in that sense I would support my colleague Volodymyr that for example, such thing as energy efficiency. That was not an issue for Ukrainian companies a couple of years ago. Nobody bothered because those companies who had to bother, they were lobbying their interest in the parliament, and they always were relying for Russian gas. But now even the smallest company in Ukraine is starting to think about this due to the movement of solidarity and due to this huge wave, and I think that a lot of people just want to be part of that wave, of this positive wave. Another priority is to look for new markets instead of Russia. Again, I'm supporting you very much, and what is very important for Ukrainian companies is to learn fast how to work with European markets. As a business school, we see that it's a challenge for many Ukrainian business people. They know how to operate nationally, but when they try to go internationally, even to similar markets like Poland, for example, similar cities like Lviv to Krakow, they have completely different issues, and they need to learn very quickly how to deal with those issues. Some companies had to change their operations because you can imagine, for example, one of our students, he works for this state bank who had a lot of divisions in Crimea. One day the employees come and there is a sign of Russian bank on all the divisions. So you just lose everything what you have had in Crimea. And right now, of course, business does not have any even idea how to get it back. The war, let's call it the way it is, the war in Donetsk and Luhansk region, of course, it influenced operations of very many national companies, and they had to adjust. And I think also what is important is that we saw in very difficult moments how companies were trying to take care of their employees first of all. Not only how to save business, but how to save people there. Probably the last but not least is that some companies had to change their strategies, and for example our IT industry had to work a lot, they work a lot with overseas clients, and again, if a client gets a newspaper every day where Ukraine is I would say in fire on the front page for a couple of months, the client is thinking, can the project team fulfill my project in Ukraine? So some of IT companies started to move very actively to other countries and to open their operations in other countries.
I think the most important is that what we as Ukrainians and Ukrainian business learned in recent months is that the speed of change. Sometimes we wake up with one agenda, and in a couple of hours we have to change our agenda. And on one hand, it's a challenge, but on the other hand, when the whole world is speeding up and when business has to move fast, I think this is very good skill we acquired. And if we use this skill in a proper way, we can get from the third world to the first one. Thank you. Je passe la parole à Luc Ferrière pour ses témoignages plus pratiques, parce qu'il est investisseur en Ukraine, il est là depuis plusieurs années. Si vous pouvez nous parler de votre expérience. Mon expérience en Ukraine, moi j'y suis allé pour la première fois dans les années 80, mais complètement pour autre chose, j'ai été pour les courses de moto. Et le pays m'a beaucoup plu et les opportunités de la vie m'ont ramené là-bas en 2006. Et pendant un an, j'y suis allé 2 semaines, un mois sur 2 pour regarder, comprendre, voir les gens. Et au bout d'un an, j'ai décidé de travailler avec des entreprises en Ukraine. Donc voilà comment ça a démarré. Je vais faire un petit peu différemment de ce que les autres ont fait. Petite question pour vous tous. D'après vous, combien il y a de Français en Ukraine? Très peu. Pas beaucoup. Comment? Ah non, ça c'est dans toute l'Europe. Donc ça vous intéresse, il y a à peu près 600 Français qui vivent en Ukraine, plus en ce moment à peu près 300 ou 400 qui travaillent à Tchernobyl sur le sarcophage pour Bouygues. Donc vous êtes aujourd'hui une des premières fois où on voit autant de Français qui s'intéressent à l'Ukraine. Donc je vous remercie déjà. Parce que quand en France vous parlez d'Ukraine, c'est au bord de la mer du pôle Nord, on nous répond souvent. Donc c'est bien. Pour revenir à l'expérience du commerce. On va faire plus simple. Au jour d'aujourd'hui, on est face à 2 choses qui arrivent au niveau, on va dire, professionnel. La première, c'est effectivement pour différentes raisons. La Russie a tenu comme acquis ce que lui a promis pendant un certain temps des entreprises et des organismes, et entre autres le fait que son marché aurait une certaine dimension. On ne s'en rend pas compte, mais nous on est arrivé en leur disant non, ça change. Je vais vous donner un exemple fort simple. Vous avez le phénomène des licences. Vous savez tous, quand vous achetez un Blu-ray, un ordinateur ou n'importe quel objet, il a des zones. Si vous achetez un Blu-ray, on vous dit les zones 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un organisme qui gère les droits et qui touche les droits. Qui gère toute la région là-bas? La Russie. Qui gère les droits de télé pour 90% des choses? La Russie. Qui gère les droits pour Michelin, Danone, Auchan, qui vous pouvez imaginer, Norauto, j'en passe, Lactalis, et ainsi de suite? La Russie. Et d'un seul coup, on signe un accord d'association, où on voulait signer un accord d'association en disant « Ah non, maintenant l'Ukraine va être indépendante, elle va répondre vis-à-vis de l'Europe, donc toutes ces licences sont mortes. » Vous expliquez ça à un Russe? Je vous assure qu'il ne comprend pas beaucoup. Donc au-delà de l'aspect politique et guerre et tout que l'on peut entendre, il ne comprend pas du tout. On lui a dit des choses, il les a tenues pour acquis, et on revient et tranquillement on lui dit bah, c'est fini. Ça il comprend, mais alors pas du tout. On comprend très vite contraire ce que ça veut dire. Donc pour le coup, effectivement, la bonne et la mauvaise nouvelle pour nous, c'est que la Russie, pour s'en venger, a décidé de faire un stand de marché. Alors nous, comment est-ce qu'on le perçoit actuellement dans le domaine professionnel? Eh bien avant, quand vous allez voir un Ukrainien, il vous regardait comme un Européen, donc comme quelqu'un de riche, par définition. Donc il se disait toujours, de toute façon, mon produit, je le vends à un Russe. Pourquoi? Parce qu'il existe des normes qui s'appellent GOST, avec des standards, avec des qualités, des dimensions pour les Russes. Donc, si je dois le vendre à un Européen, il faut que je gagne plus d'argent. Et en plus, comme je n'ai pas d'argent pour investir dans mes équipements, il faut que je vende le même produit à un Européen si l'on veut. Vous en avez un exemple simple, très rigolo, que tout le monde connaît, c'est quelle est la largeur d'une voie de chemin de fer en Europe, quelle est la largeur d'une voie de chemin de fer en Russie et en Ukraine? Ben, c'est pas la même. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez acheter un mètre carré de tôle ou une tonne de tôle, ce n'est pas la même norme. À chaque fois que vous voulez acheter un bout de bois, ce n'est pas la même norme. À chaque fois que vous voulez acheter un équipement électronique, chaque fois que vous voulez acheter du cuivre, ce n'est pas la même norme. Je vois qu'il y a des femmes parmi nous. Vous voulez un exemple rigolo? Vous amenez une femme, vous l'emmenez à Moscou ou à Kiev et vous l'amenez à Paris.
et vous lui mettez devant des bijoux. Et là, elle regarde, et la première seconde, elle regarde et elle ne comprend pas trop. Puis après, vous lui expliquez que la teneur en or n'est pas la même, que la teneur en argent n'est pas la même. Donc évidemment, en bonne femme, elle va vous demander c'est quoi le meilleur, ça, vous aurez le problème. Mais vous lui dites simplement que c'est différent. Donc c'est beaucoup de choses comme ça qui changent énormément les fondamentaux de fonctionnement. Et un point complémentaire qu'on n'imagine pas qui vient avec, c'est que par chance, l'Ukraine a toujours eu énormément d'universités et énormément de gens éduqués. Ça, c'est un bonheur quotidien qu'on ne se rend pas compte. Franchement, si un jour vous voulez avoir du temps pour parler avec des gens intéressants, instruits et cultivés, allez là-bas. C'est génial. L'inconvénient dans l'autre sens, c'est que tout ce qu'ils voient, ils sont capables de le copier ou de l'imaginer ou de le changer. Donc, tant que ça restait dans leur univers, on n'était pas concerné. Vous en avez un exemple. Vous offrez un iPad allez, on va reprendre une ukrainienne, ou un téléphone portable. Vous êtes étonné du nombre de programmes qu'elle va avoir sur son iPad quand elle va l'acheter. Et tout marche. Quand vous regardez en Europe, vous vous dites, attendez, s'il faut que je paye toutes les licences et tous les contrats et tout pour que ça marche, ça va me coûter une fortune. Oui, mais là-bas, tout est piraté. Donc, évidemment, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est dans la mentalité. Ça veut dire aussi que quand vous prenez tout ce qui touche l'informatique, l'électronique, ou tous les métiers innovants, et que vous mettez les Ukrainiens, ils apprennent super vite. J'ai un jeune que j'ai rencontré il y a maintenant 8 mois dans le cadre des manifestations contre les bateaux produits en France pour Poutine. Le gars, il est de Lvov. Il est venu en France pour apprendre la cryptologie. Il est venu à l'école centrale, il a appris en 1 an ce qu'un Français apprend en 5 ans. Des fois, il m'ennuie. Hein. Parce que moi, je regarde mes enfants, je fais, ça m'ennuie, il apprend vite celui-là. Hein. Donc maintenant, il commence à réfléchir comment il va créer une société pour pouvoir nous le vendre, ce qu'on lui a appris. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a énormément de capacités. Il y a quelques minutes, je parlais avec Volodymyr. Je lui dis, tu es d'où? Il me dit, je suis de Kiev. Ok, mais précisément, parce que je connais. Il me dit Brovary. Ah, je lui dis, tiens, je vais donner un exemple de trésor qu'il y a en Ukraine. Il y a à Brovary une société qui fait des composants électroniques, du moins qui exploite des matériaux. Ces matériaux réagissent sur un effet qui est étudié par des Français qui s'appelle Pelletier. Donc c'est l'effet Pelletier. Quel est le principe? C'est que sur ce matériau, si vous le soumettez à un courant ou à une différence de température entre les deux côtés du matériau, si vous lui soumettez un courant, il va faire une différence de température entre le côté droit et le côté gauche. Donc par exemple, un exemple très connu, c'est les climatisations pour les sièges de voiture. C'est, pendant longtemps, on avait dessiné chez Butagaz, vous branchiez votre fil à la prise dans votre auto et ça refroidissait votre canette. Dans les avions, ça permet aussi de faire du chaud ou du froid. C'est aussi extrêmement utilisé, par exemple, pour tous les sièges et tous les équipements pour les masseurs. Ça permet de faire du chaud ou du froid ou une température que l'on veut, sans avoir quelque chose qui est une résistance électrique. Eh bien, c'est une conception ukrainienne. Donc, l'exemple typique à Brovary, il y a ce genre de société, il y en a 2 dans le monde qui font ça. Et actuellement, pendant que nous on parle, les Chinois sont en train de courir pour tout racheter. Et vite, très vite. Quand j'ai rencontré Alexander il y a 4 ans, il vendait 70% de ce qu'il faisait aux Russes, 20% aux Américains, 10% au Japon. Il vend au jour d'aujourd'hui 60% aux Chinois. Et le reste, c'est parce qu'il a un contrat avec General Motors, qui tant que ça dure, on va le faire. Donc, si vous voulez faire du commerce là-bas, il faut surtout bien vérifier, c'est est-ce que ce qu'ils font, c'est pas une copie de ce qu'on va faire en Europe? Donc, est-ce qu'on ne va pas se heurter au phénomène que le système est protégé en Europe? Parce que ça existe. Dernièrement, on m'a proposé un gars qui fait des tableaux pour gérer les clés. Vous savez, vous mettez les clés sur les tableaux, il y a un badge, et qui fait qu'à chaque fois, vous ne pouvez prendre la clé que du badge autorisé, ou dans le sens, quand vous remettez la clé, ça dit qui l'a rendu et quelle heure, ainsi de suite. Ils voulaient vendre ça en Europe. Je lui dis, c'est bien, mais c'est un brevet européen. Donc, vous pouvez le copier, vous continuez chez eux, vous pouvez le vendre en Russie si vous voulez, mais vous ne le vendrez pas en Europe. Ah, mais je suis 40% moins cher. Je dis, oui, mais vous allez vous prendre des procès. Donc, tout ça, il faut le voir. Dernière chose qui est importante au jour d'aujourd'hui, qui a changé dans la mentalité sur le commerce, et après on va vous laisser poser beaucoup de questions, c'est, comment vous dire ça? Jusqu'ici, je vous parlais du phénomène que pour eux, on était des opportunités. Dorénavant, on est une question de survie. Donc c'est plus du tout la même chose quand vous allez voir un Ukrainien. Avant, il avait des marchés de toute façon. Au jour d'aujourd'hui, il n'en a plus. Donc énormément d'entreprises ferment, et elles ferment pour 2 angoisses. La première, c'est les Russes vont plus acheter,
Et la deuxième, c'est est-ce que je vais résister à la qualité ou aux attentes des Européens? Donc si on est tous courageux, intelligents, et je vous demande à tous, si vous avez des jeunes autour de vous, des neveux, des nièces, des enfants, des cousins, des amis, surtout encouragez-les à essayer de regarder ce qu'on peut faire avec l'Ukraine. C'est quand même, en surface, 10% de l'Europe, c'est 45 millions de personnes et beaucoup de belles choses à faire. Donc au-delà des leçons politiques, spirituelles, religieuses et beaucoup de choses qu'on peut apporter, ils peuvent nous apporter beaucoup de choses, ils sont capables de faire beaucoup de choses et de les faire bien. Et d'un autre côté, on peut aussi leur apporter beaucoup de choses. Et la chance fait qu'on a pratiquement tout ce qu'ils n'ont pas, et ils ont tout ce que nous n'avons pas. Donc maintenant, question. On va passer à la partie questions, si vous voulez bien. Pas de questions? Si. Antoine? Merci beaucoup pour tous ces exposés intéressants sur cette dimension politico-économique. Il y a un point que vous n'avez pas abordé, mais qui me paraît important, c'est le fait que depuis un an, il y a des dizaines et des dizaines de millions de dollars et d'euros qui vont en Ukraine. Du fait du soutien de l'Union européenne, du fait du soutien des États-Unis. Et alors, j'ai bien compris que ça peut aller, par exemple, en matériel militaire, mais ça va aussi ça peut aller dans d'autres domaines, et notamment la réforme de l'administration, la réforme de la justice. Et ce que j'ai entendu dire d'un de nos amis avec Michel Sologoub, Alexis Struve, qui représente maintenant la France au poste économique à l'ambassade de France à Kiev, c'est que ces soutiens financiers européens et américains vont décupler dans les années qui vont venir. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités aussi, et on a aussi un certain nombre de réformes qui sont prises sur le plan juridique par le gouvernement de M. Yatsenyuk, qui était attendu depuis très longtemps pour eh bien, garantir les investissements. Donc j'ai bien compris ce que vous disiez, que c'est pas facile, qu'il y a un état de guerre, etc. Mais en même temps, j'essaie quand même de voir ce qui me paraît important et positif, c'est qu'il y a un investissement important qui est en train de se produire, il y a un gouvernement qui prend des nouvelles mesures, et l'Ukraine est à la tête des médias et chacun comprend qu'il y a un enjeu civilisationnel aussi pour l'Europe. Donc est-ce qu'il n'y a pas là des opportunités nouvelles à faire valoir? Quel est le montant de prêt que doit rembourser l'Ukraine cette année? Quel est le montant de l'aide mondiale faite à l'Ukraine cette année? Oui. C'est à peu près la même chose. Donc dire qu'on les aide, c'est un leurre. Au mieux, on va remplacer les milliards que la Russie leur prêtait par les nôtres. Pour investir, pour donner de nouvelles opportunités. Si vous pouviez me trouver une seule entreprise ou un seul système dans lequel l'Europe investit, moi je suis preneur. Au jour d'aujourd'hui, les seuls cas où j'ai vu des investissements faits, c'était par la merde. C'était systématiquement avec des amis des oligarques. Et systématiquement, c'était soit un Russe qui contrôlait et l'argent était mis en Suisse, à l'arrivée, soit c'est un Ukrainien et l'argent était mis en Autriche. J'ai travaillé 5 ans dans le photovoltaïque, par exemple, puisque l'Ukraine a été le pays qui a créé les cellules photovoltaïques. Il y avait une superbe usine à Kiev qui s'appelait le Bazar, qui a eu, jusqu'à une époque, 40 000 personnes et qui en début des années 90 s'est découpé en 4 sociétés, dont une qui s'appelait le Bazar Solar. Et je vous garantis que j'ai acheté des millions d'euros de panneaux solaires, je n'ai jamais envoyé 1 euro en Ukraine. M. Monakov demandait absolument à être payé en Suisse. Et un jour, on m'a dit, ça s'arrête. Pourquoi? Les frères Kouyev sont arrivés, ils ont pris le marché de l'Ukraine, soutenu par la Banque européenne, et l'argent est parti en Autriche. Et les panneaux solaires ont été mis en Crimée ou ailleurs. Et je vous garantis que si vous trouvez un Ukrainien qui a gagné de l'argent avec ça, sachant que les produits ont été achetés en Chine et posés par des Chinois. Mais ce que je dis, c'est que c'était avant Yatsenyuk, avant le nouveau gouvernement. Oui, mais cette année, ils vont déjà payer les emprunts qu'on leur avait fait avant. Vous verrez. Je vous garantis que Mme Lagarde est tout sauf gentille. L'endettement
Attendez, je crois qu'il faut quand même... L'endettement de l'Ukraine est infiniment moindre que l'endettement de la France. L'endettement de la France est à hauteur de 100% du budget annuel, l'endettement de l'Ukraine est à peine d'un tiers. Donc il faut quand même... vous présentez l'Ukraine comme un pays endetté, à ce moment-là... je ne vous ai pas dit que l'Ukraine est un pays endetté. La France, l'Ukraine, c'est rien par rapport à... qu'elle devait rembourser cette année. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine n'est pas du tout endettée si on la compare avec des pays comme l'Italie ou la France. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vous ai dit, j'ai bien dit mon mot juste. Hein. Je ne vous ai pas demandé quel était le niveau de la dette. Je vous ai dit quel est le montant qu'elle doit rembourser cette année. Quand l'Europe emprunte, c'est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quand l'Ukraine ou la Russie emprunte, c'est sur 2 ans ou maximum 5 ans. Donc il faut rembourser tout. Moi j'ai entendu qu'effectivement le gouvernement a voté 5 lois contre la corruption dans le sens qu'Antoine indique. Effectivement, c'est Arsène Yatsenyuk qui s'exprimait il n'y a pas très longtemps, que le gouvernement travaille dans le sens de prendre les mesures et mettre en place tous les systèmes nécessaires. Peut-être Vladimir, vous avez une opinion à ce sujet? Oui, je voudrais ajouter. D'abord, quand même, je ne sous-estimerai pas l'aide financière de l'Europe, parce que si on parle par exemple de ce qu'on appelle l'aide macro-financière, ce sont de l'argent qui sont prêtés par l'Europe elle-même. Par l'Europe, c'est l'Union européenne qui entre au marché financier pour prêter de l'argent et pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que l'Ukraine n'est pas capable de prendre des crédits comme ça avec l'intérêt aussi court et avec comment dire, la croyance, comment dire, trust, voilà, confiance, merci, confiance des investisseurs. Mais le problème quand même, il existe, donc Luc a bien indiqué. Je voudrais juste indiquer un autre problème qui existe, c'est le problème d'absorption de financement. Donc il y a toujours ce problème avec la Roumanie, la Bulgarie et d'autres pays européens. Donc vous pouvez leur donner de l'argent, ils vont pas, mais ce pays ne sera pas capable de vous dire clairement comment il va utiliser cet argent. Ça ne veut pas dire que cet argent va fuir, que cet argent va disparaître, mais précisément il va rester sur les comptes bancaires de ce pays pour longtemps. Et c'est le cas de l'Ukraine parfois.